you're free. Hey! Rise up and see the light. Rise up and see the light. The feeling of being alive. The feeling of being alive. Rise up. Le groupe Vive est un groupe mutualiste qui agit au quotidien pour la santé de plus de 11 millions de personnes. Groupe Vive, entrepreneurs du mieux vivre. Bonjour à toutes et à tous. Qu'on les appelle médecine douce ou alternative, l'Organisation mondiale de la santé recense plus de 400 pratiques. Mais dans le même temps, seuls 4 sont reconnus par l'ordre des médecins, l'homéopathie, l'acupuncture, l'ostéopathie et la chiropraxie pour les citer. Pourtant, toutes ces médecines sont plébiscitées par les Français. Bonjour. En effet, un sondage très récent, puisqu'il date de fin février, réalisé par la société Via Voice pour le groupe Vive, auprès d'un échantillon de 1000 patients, vient d'être publié. Les résultats sont édifiants. En particulier, 79% estiment que ces médecines sont un bon complément de la médecine traditionnelle, et 50% souhaitent davantage d'informations sur le sujet. Parce qu'ils en ont appris l'existence majoritairement par du bouche à oreille et des médias, moins par les professions de santé. Alors vous, qu'en pensez-vous de ce pan de la thérapeutique qui vous est sans doute mal connu, en sachant que vous êtes quand même nombreux à pratiquer ou prescrire la sophrologie, l'hypnose, la méditation, l'aromathérapie ou encore la naturothérapie. En toute illégalité ordinale, on le souligne. Pour faire le point, nous avons invité aujourd'hui Grégory Nino, qui est professeur à l'Université de Montpellier et chercheur à l'Institut du cancer. Bonjour. Bonjour. Alors vous, ça fait plus de 30 ans que vous vous intéressez à ces médecines. Ça veut dire quoi, rechercher dans ce domaine ? L'Académie de médecine a récemment publié un rapport en disant qu'il y a un nombre très important de pratiques et qu'il est absolument nécessaire de les évaluer. Et la Haute Autorité de Santé, en 2011, a fait le premier rapport en France disant qu'il faut qu'on arrive à mieux prescrire et à mieux pratiquer ces pratiques, donc qu'on va appeler des interventions non médicamenteuses, et que je vais essayer de différencier de ce qui va relever des médecines alternatives, et que vraiment il y a 2 champs, et on voit bien à quel point il y a une nébuleuse autour de cette thématique-là. Alors quand vous dites qu'une médecine ou qu'une intervention non médicamenteuse fonctionne, marche, ça signifie quoi ? C'est une validation scientifique de quelle nature ? Avec quel niveau de preuve ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour qu'on comprenne bien ce qui est valide et ce qui l'est moins ? La science est là pour démontrer et pas uniquement pour montrer. Souvent, on va se limiter à une explication avec un principe actif ou avec un mécanisme qui soit psychologique, qui soit biologique, en disant que ça peut fonctionner. Soit, mais la réalité, c'est qu'on doit en passer par une démonstration, donc par des essais cliniques sur lesquels on va comparer des groupes de patients et sur lesquels on va évaluer à la fois le bénéfice et le risque. Et comme ça, on sort naturellement des pratiques alternatives qui se veulent sans évaluation. Et il y a vraiment 2 pendants dans une littérature française, mais aussi européenne et mondiale, pour dire on peut arriver à faire une recherche clinique de qualité, pouvant démontrer l'efficacité de ces pratiques. Et on va juste pour un petit, si vos auditeurs veulent chercher, Daniel Schwartz, qui est un des plus grands chercheurs français, avait publié en 1986 l'idée que ces méthodes-là, ces médecines douces, on pouvait les évaluer, oui, mais le problème, c'est qu'on n'a jamais voulu le faire. Et le mouvement a commencé, on va dire, il y a à peine une vingtaine d'années. Et donc, il y a un retard important de cette recherche clinique qui est en train de trier tout simplement dans une énorme nébuleuse les pratiques efficaces pour la santé, des pratiques qui sont inefficaces et des pratiques qui peuvent être potentiellement dangereuses. Et c'est en train de changer pour pouvoir financer ces études, pour pouvoir les diligenter. Et avec quel type d'études ? Parce qu'un essai clinique, c'est de la méthode, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est des compétences. Alors il y a 2 choses. Le financement, c'est Nicolas une bonne question, et après la méthodologie. Donc le financement, oui, il y a à peine une dizaine d'années, il n'y avait quasiment aucun financement dédié, et aujourd'hui, et le ministère de la Santé, il y a des PHRC sur lesquels il y a de l'évaluation des interventions non médicamenteuses. PHRC pour nos auditeurs. Programme hospitalier de recherche clinique sur lequel on va pouvoir évaluer l'efficacité d'une méthode. Et on va avoir également des fondations, la Ligue contre le cancer par exemple, finance et flèche, ou la Fondation Alzheimer par exemple, cible et flèche également des appels d'offres dédiés sur l'évaluation des interventions non médicamenteuses. Et deuxième élément, c'est la partie méthodologique. Et effectivement, il y avait un sacro-saint
ou une sacro-sainte obligation de laisser randomiser contrôler en double aveugle. Évidemment que cette méthodologie est tout à fait adaptée si on va évaluer un médicament. Mais en revanche, pour une intervention non médicamenteuse, si je vous prends une thérapie par exemple avec l'animal, pourquoi pas donc avec le cheval, je ne vois pas comment on pourrait cacher à un groupe qu'il va y avoir une thérapie par le cheval qu'on appelle l'équithérapie aux patients. Donc double aveugle, je pense que ça va être un petit peu difficile de cacher le cheval dans cette thérapie. Mais alors, si vous êtes invité ici, ceux qui nous regardent doivent se dire, le professeur Grégory Nino, s'il était invité par Leblanc-Lemoine, c'est pas un professeur Maboul, mais les professeurs Maboul, depuis 30 ans, depuis le temps que vous faites de la recherche, les médecins en croisent. Alors, ils ne les croisent pas. Leur patient arrive avec un article en disant, voilà, docteur, on a le remède du cancer en mâchant des herbes. Pourquoi vous n'avez pas fait une espèce de barrière anti-Maboul, justement, vous ? On aimerait bien le faire. Il y a plein de déclarations depuis 2011 en disant qu'on a à faire une information claire pour les professionnels de santé, en particulier les médecins. Mais la réalité, c'est que pour plein de raisons, il n'y a pas d'infos qui sortent. Et le problème, c'est que les patients ont un tel besoin non pas être traités uniquement pour un problème de santé, mais en tant que personne. On les écoute surtout. Qu'ils vont aller chercher, en particulier sur Internet, ils vont aller chercher un certain nombre de gourous qui vont proposer des solutions et sur lesquelles ils sont un peu... Mais souvent, quand ça marche, vous n'êtes pas assez péremptoire, assez dithyrambique, parce que par rapport à ceux, aux professeurs Maboul, qui, eux, ne prennent pas de gants. Mais je reprends toutes les thérapies dont vous parlez. Vous évoquez la sieste, aussi bien que le tai chi ou le massage suédois. C'est une liste de Prévert que vous avez fait. Comment vous faites le tri et surtout... Vous n'avez pas mis un degré d'importance à toutes ces thérapeutiques ? L'inconvénient, c'est que, Jean-François, si vous parlez de la sieste, mais la sieste, pourquoi, comment, dans quelles conditions ? Moi, et on est allé vérifier les données scientifiques sur quelle sieste, pour quel problème. Le problème, c'est pour les étudiants qui ont des troubles, et en particulier des troubles de l'attention et des troubles de la mémoire, et sur lequel un essai clinique a pu montrer qu'une sieste de 20 minutes va permettre, donc si elle se pratique suffisamment régulièrement, va avoir un effet significatif sur les résultats universitaires. Donc, ce n'est pas la sieste en général, mais c'est bien une sieste. C'est comme si on disait si le médicament est efficace ou pas efficace pour la santé. C'est absurde. Et on pourrait même faire la même chose pour le tai chi. Oui, mais en prévention de la chute chez le personnage âgé, par exemple. Vous expliquez sur l'assiette, ça explique pourquoi sans doute les étudiants espagnols sont meilleurs. Mais le degré d'importance de toutes ces thérapies, parce que vous dites, il y en a, on en va en détailler quelques-unes, mais il y en a, vous dites, il y en a même 10 000. Comment, moi je suis médecin quelque part, je peux me dire, mais qu'est-ce que je pourrais bien pratiquer ? Je ne vais pas connaître 10 000 thérapeutiques. Et les médecins ne connaissent pas les 10 000 médicaments qui sont non, ils ont un guide. Sur le marché. Non, ils ne connaissent pas. Oui. Et donc, il va y avoir un guide. Nous travaillons à l'idée d'un guide avec de l'intelligence artificielle pour permettre de trier et effectivement de donner un ordre de priorité, sachant que, vous le savez probablement, Jean-François, depuis 2020, les 5e années de médecine ont aujourd'hui 20 heures obligatoires sur les interventions non médicamenteuses. Donc, ils ont un nouvel arsenal thérapeutique et préventif, et ils vont forcément de plus en plus prescrire si, évidemment, le système de santé avance. C'est mieux que rien, mais s'il y en a 100, 20 heures, ça fait pas beaucoup. Devant le chiffre, alors on est parti sur le chiffre de 400 que vous avez mis dans votre communiqué de presse. Comment, si quelqu'un est intéressé qui nous regarde, un médecin ou un professionnel de santé, on peut faire pour essayer d'en savoir plus ? Comment on peut faire ? D'une part, effectivement, commencer à ce que ce livre, et manifestement, il y a des médecins qui me disent... Attendez, le livre, je vais vous le dire tout de suite, parce que je ne l'ai pas encore annoncé, vous avez publié, entre autres, les 100 médecines douces validées par la science. Voilà. Donc, c'est un livre que je vous conseille d'acheter, parce qu'effectivement, vous allez pouvoir répondre à pas mal de patients. Je vous écoute, excusez-moi. Un des exemples, c'est effectivement que ce livre, les médecins le mettent dans leur cabinet pour dire, mais regardez, dans toutes les médecines douces que vous pouvez prendre, regardez, il y a des pratiques qui sont validées par la science. Et donc, il y a déjà l'idée d'informer le patient. Et demain, évidemment, par la société savante qu'on a créée, la Non-Pharmacological Intervention Society, on cherche en fait à inventorier le panier de soins complet en disant quelles sont les bonnes méthodes et avec
avec l'idée d'une sensibilisation à donner aux professionnels de santé. Et d'autre part, et c'est aussi un élément important, c'est de dire que ces interventions non médicamenteuses sont des cahiers des charges et que les praticiens n'ont pas, on ne va pas juste voir un ostéopathe, on ne va pas juste voir quelqu'un qui est spécialiste du shiatsu. On va aller chercher spécifiquement une méthode particulière et donc une intervention. Juste à titre un peu d'humour, le professeur Grégory Nino n'a pas de clientèle. Si vous aviez une clientèle de médecins généralistes, vous savez que vous mettez même un Paris Match qui a 15 ans, il est volé dans la demi-heure. Donc votre bouquin, il va servir à une personne, mais je crois qu'il faut mieux que les médecins s'en imprègnent et puissent répondre à tout ça, mais surtout pas le laisser dans la salle de... Excusez-moi. Alors, comment faire le tri entre justement ces interventions non médicamenteuses évaluées, jugées pertinentes, et puis des pratiques exotiques? D'un côté, on a l'ostéopathie par exemple, de l'autre côté, on peut avoir des techniques de jeûne très toxiques pour les patients. Comment un médecin, comment un professionnel de santé, comment un patient se repère dans cette espèce de jungle? Oui, surtout parce que vous dites que le meilleur côtoie le pire. Absolument. C'est bien l'enjeu. C'est aujourd'hui, effectivement, Internet, les réseaux sociaux sont en train de mettre toutes ces pratiques dans un mot qui s'appelle pratique complémentaire, pratique traditionnelle ou pratique éventuellement naturelle, sur lequel elles sont toutes équivalentes. Or non, la science est là pour trier le grain de livret, ce qui fonctionne, ce qui n'a pas de risque, ce qui potentiellement ne fonctionne pas et ce qui est dangereux. Et en fait, il y a suffisamment de données scientifiques aujourd'hui pour qualifier certaines et pour les recommander, entre guillemets, et effectivement isoler celles qui sont peut-être encore à démontrer et à démontrer leur efficacité, et enfin celles qui sont dangereuses. Alors pour lire, tous ceux qui nous regardent, professionnels de santé ou non, ne vont pas lire les articles scientifiques outre. C'est quoi les conseils que vous pouvez leur donner déjà pour se repérer? Déjà de s'y intéresser aux non-professionnels? Il y a deux questions en même temps, mais... Cette émission est consacrée à tous les professionnels de santé. Il ne faudrait pas qu'on fasse une émission qui soit de dire, voilà, c'est pour les médecins, parce qu'on a beaucoup de professionnels. Bien sûr. Moi, je crois qu'il y a une évolution très importante de la médecine et du système de santé qui était effectivement, au siècle dernier, centré sur le traitement d'un organe, avec une ingénierie spécifique, un cardiologue, un pneumologue, et qu'on est rentré vraiment dans l'accompagnement des maladies complexes et qui exigent des solutions multiples. Et qu'en gros, un traitement plus une intervention non médicamenteuse efficace va potentialiser l'effet du traitement. Et voilà. Et on va le retrouver dans le domaine où je travaille le plus aujourd'hui, dans l'Institut du cancer de Montpellier, en soins de support, en oncologie, et sur lequel on va démontrer que l'intérêt est aujourd'hui important. Vous allez peut-être me poser la question sur le remboursement et les difficultés actuellement de prescription. Mais ces cahiers des charges, pour les paramédicaux autant que pour les médicaux, et notamment sur la prescription, mais aussi sur la mise en œuvre, on a aujourd'hui les capacités que les praticiens suivent ces protocoles, les ajustent évidemment aux patients, mais qu'on ait une efficacité suffisante et un contrôle qualité que c'est bien pratiqué pour ces personnes. D'ailleurs, nous avons fait une émission sur la médecine intégrative avec le professeur Toledano, qui était formidable et qui a marché de façon incroyable. J'ai plus de 300 000 à l'avoir regardé. Alors, je vais reparler de votre bouquin parce que vous avez publié donc, les 100 médecines douces validées par la science. Vous avez déclaré que c'est une bible utile pour distinguer les interventions non médicamenteuses pertinentes et sûres des pratiques sans utilité ou dangereuses. Fin de citation. Très ambitieux. Et pourtant, certains qui vont regarder cette émission vont dire, mais il n'est pas médecin. Alors, s'il vous plaît, pas Bible, hein, donc c'est votre mot, mais je suis ni Dieu. C'est vous qui avez déclaré ça? Non, c'est pas moi. Vraiment, je l'ai jamais écrit. Alors c'est votre éditeur qui a mis ça dans la pub. Je vous enverrai l'extrait. Alors donc ça veut dire que l'éditeur, voilà, et ça n'a rien à voir avec ce genre de pratique. Ce livre est un démonstrateur en disant si on veut le faire, on peut le faire en fait. Et il y a des données scientifiques suffisantes aujourd'hui pour pouvoir trier le grain de livret et pour pouvoir arriver à isoler les bonnes pratiques. Et tout l'enjeu est aujourd'hui de pouvoir les tracer de façon plus importante et avoir un suivi de ces pratiques. Et tout ce livre dit ça, mais il est évident que c'est qu'un livre d'une personne. Ce qu'on souhaite, c'est avoir un travail d'expertise et ça donne finalement le là pour aller bien plus loin et en disant s'il y en a 100, et on vient d'en montrer 100, il y en a potentiellement entre 5 000 et 10 000, et faisons le travail nécessaire pour aller plus loin, pour les isoler, ces pratiques. Est-ce qu'on peut parler de perte de chance si les médecins n'utilisent pas ces médecines pour les malades ?
Alors actuellement, perte de chance est effectivement pour certaines maladies chroniques possible, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il y a une perte d'impact sur la qualité de vie, d'amélioration de la qualité de vie, et il y a d'autre part une perte sur ce qu'on appelle les patient reported outcomes, donc sur la perception en fait des symptômes. Et en gros, parce qu'un patient se sent plus mal vis-à-vis de sa maladie et la vit moins bien, va être moins observant, va avoir des comportements à risque plus importants, et effectivement là, les interventions non médicamenteuses ont un impact significatif. Mais j'ai traité dans ce livre 3 chapitres, un chapitre préventif sur lequel il y a des interventions non médicamenteuses en prévention, il y a des interventions non médicamenteuses en soins complémentaires, et il y a enfin des interventions non médicamenteuses dans le thérapeutique, et sur lequel effectivement elles peuvent avoir une vertu curative. Alors parfois, nos confrères sont un peu vindicatifs vis-à-vis de ces médecines, de la médecine intégrative et de ces solutions alternatives d'un point de vue non médicamenteux. Est-ce que vous en avez souffert dans votre parcours, ou est-ce qu'aujourd'hui encore vous en souffrez pour faire admettre ces pratiques? Bien sûr, on en souffre parce qu'on n'a pas trouvé le mot qui convient. Et vous avez absolument raison, Nicolas, on a un problème de mots et de vocabulaire. Alternative, complémentaire à quoi? Alternative à quoi? Intégratif, ça veut dire quoi? Vous pouvez préciser? Exactement, intégratif, etc. Tous ces mots, aujourd'hui, sont absolument très péjoratifs. Et je pense qu'il n'y a qu'une seule médecine. Et il n'y a qu'une seule médecine à pratiquer en utilisant un certain nombre de solutions. Et les interventions non médicamenteuses ne participent pas au diagnostic. Et il y a des médecines traditionnelles qui veulent faire des diagnostics alternatifs. La médecine chinoise fait du diagnostic alternatif. Nous, on se situe dans un diagnostic conventionnel sur lequel ces solutions thérapeutiques ou préventives vont être complémentaires d'autres traitements, et sur lequel on est vraiment dans l'impact significatif sur la santé. Et donc oui, effectivement, on en a souffert parce que ce mot-là passe mal, mais c'est pas le nôtre. C'est la Haute Autorité de Santé qui a défini en 2011 en l'appelant donc intervention non médicamenteuse, et donc on suit simplement cette logique qui est aujourd'hui, on doit trier, on doit permettre, et vraiment il y a de la donnée scientifique. Donc quand on parle de médecine alternative, c'est alternative, alors c'est même pas la médecine, mais en tout cas ce sont des interventions alternatives à des traitements médicamenteux. C'est dans ce sens-là où on peut l'entendre, et pas alternatif à de la médecine. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut plus, et on s'adresse dans cette excellente séquence vidéo aux praticiens, qu'ils soient médecins ou pas médecins, en disant parlez INM. Et arrêter avec médecine alternative ou complémentaire. Ce sont des médecines qui ont fait leurs preuves et qui méritent d'être simplement intégrées, conventionnelles. Et il y a aujourd'hui non seulement l'assurance maladie qui peuvent en rembourser, je pense à la prescription actuellement de thérapie cognitivo-comportementale contre la dépression. L'assurance maladie est en train de rembourser une intervention non médicamenteuse, pas toutes les psychothérapies, mais bien une intervention non médicamenteuse contre la dépression légère à modérée. Et on pourrait avoir également des mutuelles qui vont financer des interventions non médicamenteuses, et pas simplement, j'aimerais insister, si vous le permettez, de messages hygiéno-diététiques, parce qu'on entend beaucoup dans les cours de médecine en disant plus bouger, mieux manger, etc. Bien sûr que ça, c'est un message de santé publique, mais il y a des interventions qui sont encadrées par des professionnels et qui ont effectivement des bénéfices et des risques. Vous avez raison, déjà le temps qu'on met pour faire que les règles hygiéno-diététiques passent dans le grand public, ça ne va pas être facile pour tout le reste. Alors, qui peut le plus, peut le moins, vous travaillez en cancéro, on peut être surpris, vous avez des thérapeutiques qui marchent en cancéro, qui aident? Une des preuves, et j'ai beaucoup travaillé, je travaille depuis 10 ans sur ces questions-là, sur les programmes d'activité physique. On considérait que les traitements du cancer, il y a à peine 10 ans, étaient surtout, lorsque les patients étaient fatigués, de ne pas bouger. Mais activité physique, on en parle tout le temps dans cette émission-là. Vous n'allez pas nous surprendre en disant que l'activité physique, vous en faites faire... Il n'y a pas autre chose? Alors, je suis désolé. Vous parlez d'activité physique, mais moi, je vais vous parler d'activité physique adaptée à 4 séances par semaine, avec du renforcement musculaire et de l'endurance. Oui, mais ça, oui, mais ce n'est pas de l'activité physique santé publique. C'est bien une intervention de médicamenteuse. Mais qui est basé sur l'activité physique, un message qu'on essaie de faire passer. Mais il n'y a pas autre chose, je ne sais pas. Bien sûr, je peux vous prendre d'autres exemples. Par exemple, sur les troubles du sommeil. Voilà, on va aller. Mais j'ai prévu de vous en faire parler tout à l'heure. Okay, simplement, quand tu dis qu'on fait un truc.
Pourquoi il y a le terme de médecine douce, alors? Et Mais pire, médecine parallèle. C'est-à-dire qu'il y a deux médecins qui vont tout droit. C'est vrai que les parallèles, ça se touche qu'à l'infini. Donc 2 médecins qui font une médecine et qui ne se rencontrent jamais, quoi. Je vais redire à mon éditeur l'erreur d'avoir mis le mot médecine douce. J'étais contre ce mot-là, médecine douce, mais pour le grand public. Aujourd'hui, dans les journaux et la presse grand public, aujourd'hui, la notion de médecine douce est celle qui est la plus reconnue par les patients. On peut dire les autres médecines, alors. Justement, l'idée, c'est de dire que dans les médecines douces, il y a les interventions non médicamenteuses qui sont conventionnelles et des soins conventionnels, et vous avez les médecines alternatives ou complémentaires, ésotériques, entre guillemets, mais sur lesquelles il n'y a aucune évaluation. Mais vous dites qu'elles sont dangereuses, certaines, parce qu'elles retardent un diagnostic ou parce qu'elles ont des effets secondaires? Une étude, par exemple, en 2018, au JAMA de Johnson, a pu montrer que des personnes qui prenaient des thérapeutiques alternatives dans le cancer, dans les 4 cancers principaux, avaient un risque de décès prématuré, en effet, parce qu'ils vont non seulement prendre des risques avec ces produits et potentiellement également arrêter les traitements. Oui. Donc, il y a des retards au diagnostic qui doivent être évités. Absolument. Et beaucoup de patients se plaignent d'une errance thérapeutique parce qu'ils ont vu sur Internet une nouvelle méthode à la mode. Effectivement, ils vont faire de l'essai-erreur et qu'on doit sortir de l'essai-erreur et on doit avoir une information claire. Dans votre livre, vous expliquez notamment, vous donnez quelques petits signes pour éviter de tomber dans ces médecines un peu exotiques et l'erreur. On y reviendra peut-être, Jean-François, parce que je pense que c'est important. On y va tout de suite. Mais les livrer. Simplement de dire que c'est difficile de s'y retrouver dans toutes tout au long de cette émission, je vous dirais oui, mais bon, comment on fait? Donc il y a votre bouquin, c'est vrai, donc il faut que 50 000 médecins qui nous regardent l'achètent. C'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Il ne va pas y avoir un site internet, quelque chose qui va structurer tout ça, non? À ce jour, non. C'est un travail de longue haleine, en tout cas, pour faire ça. Et oui, effectivement, une société savante doit aller plus loin. Je vous donne l'idée, c'est gratuit, Nicolas. Le Vidal des INM. Bon, on va en détailler quelques-unes. Alors, parmi les... On a pris déjà pour un peu sourire, on a parlé de la sieste. C'est celle qu'avait choisi Nicolas, pour qu'on la détaille, mais bon... Je me suis endormi avant la fin. Vous avez choisi la prière aussi? Non, je voulais laisser celle-là. Non. Alors, ce que vous appelez les TCCI, thérapeutique comportementale cognitive, le I pour les insomnies, en fait. Voilà. Oui. Alors là, vous allez faire un carton si vous êtes convaincant en 1 minute 30. En 1 minute 30, il y a aujourd'hui non seulement des essais cliniques et il y a des méta-analyses qui concourent à dire qu'un programme de TCCI, de thérapie cognitivo-comportementale, encadré par un professionnel spécialisé, un psychologue spécialisé et potentiellement utilisant des solutions digitales complémentaires, vont permettre une réduction de façon extrêmement significative de l'utilisation de médicaments si c'est nécessaire, une amélioration de la qualité et de la durée du sommeil. Il n'y a plus aucun doute, evidence-based medicine, que cette solution-là, elle est efficace, elle est sûre et elle permet vraiment d'avoir une réduction significative. Qui la pratique? Toutes les personnes qui ont des troubles du sommeil. Yves Dauvilliers... Non, je dis pas à qui en a besoin, mais qui est-ce qui va pouvoir faire ces thérapeutiques? Un psychothérapeute formé, en fait, à la TCC. Et comment? Moi, je suis médecin, ça m'intéresse. Comment je le sais, ça? Vous savez que... Je sais que ça existe, ça marche. Mais il y a un annuaire de ces gens-là, Alors, oui, effectivement, il y a aujourd'hui une association. Dans mon livre, je donne à chaque fois une recommandation en disant il y a une association, et de l'association qui s'appelle AFTCC, donc l'Association française des spécialistes des thérapies cognitivo-comportementales, sur lequel vous allez retrouver l'ensemble des praticiens près de chez vous. Mais en effet, pour l'instant, l'annuaire des praticiens suivant la règle des interventions non médicamenteuses, alors François, on a encore un petit peu de travail pour arriver à cartographier tout ça. Oui. Allez-y, choisissez une thérapie. Moi, il y a quand même deux grands fournisseurs de guides dans les interventions thérapeutiques, c'est la Basse-Côte Bernard et le Vidal. Est-ce que vous avez travaillé avec ce genre d'outils pour justement donner à voir aux professionnels qui sont dans des temps de séquences de consultation très courts, donc c'est pas le moment d'aller lire les articles quand on a le patient en face de soi qui a mal et qui n'est pas soulagé par du tramadol, du paracétamol ou de la morphine? Il est évident que les solutions logicielles et les systèmes d'intelligence artificielle vont permettre de trier en disant quelles sont les meilleures
interventions non médicamenteuses. Et si on a des soutiens, on serait ravis à la Société savante de pouvoir le réaliser. Oui, il y a pas mal de médecins qui ne le savent pas, mais c'est payant le Vidal. Hein. Les laboratoires pharmaceutiques payent pour être dans le Vidal. Donc, tant que ces thérapeutiques-là n'ont pas d'argent, ne payeront pas. Je pense qu'elles ne seront pas dans ce genre de guide-là. Il faut que ça soit fait. Alors, on ne va pas pouvoir toutes les détailler. Je vous renvoie votre livre. Mais il y en a une qui me fascine depuis un certain temps. C'est ce qu'on appelle le MDR. À titre personnel, je suis tombé dans un congrès là-dessus et j'ai trouvé ça formidable. Personne l'utilise. Bon, enfin, peu de gens l'utilisent en France. Alors, je ne suis pas du tout d'accord. Hein, donc non, mais... Vous allez demander à Patrick Pelloux, lorsque les attentats ont eu lieu à Paris, et il explique que la seule façon de se sortir de cette tragédie, donc de ce stress... C'est de passer à la télévision, ça, il est fort. Post-traumatique, mais en tout cas que la méthode qu'il a soignée, eh bien... Alors, expliquez-nous ce que c'est. Donc, le MDR, c'est Eyes Sensitisation... Eyes Movement, désensitisation... et R, c'est reproduction. Je suis désolé, j'ai un petit trou de mémoire. Moi, je dis toujours EMDR. Mais EMDR, c'est plus simple. C'est comme INM et intervention non médicamenteuse. Et en fait, donc, il s'agit de mouvements des yeux qui sont pilotés par un psychologue qui est formé à la méthode spécifique et sur lequel vous allez faire des mouvements oculaires de la droite vers la gauche et sur lequel vous allez associer des idées. Et donc, c'est vraiment une approche américaine qui témoigne en gros d'une désensibilisation progressive au traumatisme, et on va donc désensibiliser exactement comme une phobie un petit peu le stress et l'origine du stress et la cause du stress traumatique. Et en fait, il y a une désensibilisation qui se produit, et à chaque fois que la personne va après être dans une situation qui pourrait ressembler au traumatisme vécu précédemment, en fait, il est désensibilisé. Et donc, en l'espace d'un mois, les études cliniques ont pu montrer que pour ce trouble-là, en tout cas, il y avait une efficacité importante. Ça ne marche pas chez tout le monde, parce que c'est bien des thérapeutiques et sur lesquelles il y a des limites, mais en tout cas, ça a une efficacité tout à fait avérée. Pour avoir beaucoup étudié le sujet, je peux dire qu'effectivement, j'abonde dans votre sens, bien que pour quelqu'un qui ne connaisse pas, ça paraît quand même... je te fais bouger les yeux, et puis après tout... C'est un côté un peu... Vous êtes chaman, quoi. Alors, ça a un côté effectivement magique, mais il y a plein de thérapeutiques sur lesquelles on ne maîtrise pas totalement les principes d'action, et pourtant ils sont mis sur le marché. Et bien, de la même façon, en fait, il y a là un cahier des charges qui montre à quel point ce protocole fonctionne, et il y a eu suffisamment de recherches cliniques pour montrer à quel point c'était bien ce protocole qui avait une efficacité. Mais elle est où la limite avec, je vous parlais des chamans, on va parler des chamans ou des bouddhistes, de quel droit vous pouvez dire que ça ne marche pas parce que c'est des trucs religieux? Quel est le rationnel dans tout ça, là où on est en plein irrationnel? La méditation est un très bon exemple. Méditer est une pratique philosophique et un mode de vie. En revanche, si on le traite comme une intervention non médicamenteuse, comme le Mindfulness-Based Stress Reduction, dans le cadre du cancer, vous m'interrogez tout à l'heure, Jean-François, sur le cancer du sein, eh bien effectivement, le MBSR va avoir un résultat très significatif dans la réduction des troubles anxio-dépressifs. Et donc, c'est une méthode qui fait 2 mois, qui a 8 séances et sur lequel elle est standardisée. Donc, ce n'est pas la méditation, mais c'est des techniques de méditation qui sont associées, qui sont focalisées. Et tout cet enjeu-là, c'est de sortir de simplement des pratiques qui pourraient être, pourquoi pas potentiellement intéressantes, religieuses ou spirituelles, etc., mais de le transformer et d'en faire véritablement une thérapeutique, donc avec un début, un milieu, une fin. Très attention, parce que la secte n'est jamais loin dans certains... Alors, oui, en effet, c'est un de nos combats dans la société savante NPIs, donc la Non-Pharmacological Intervention Society. Dites-moi, il faut être anglais courant pour vous suivre. On ne peut pas traduire tout ça en français non, parce qu'une société savante, aujourd'hui, qui a vocation internationale, doit avoir un nom anglais. Alors, on est dans la Startup Nation, donc il faut forcément avoir un petit vocabulaire anglophone, mais plus sérieusement... c'est sérieux ce que je vous dis. Mais moi aussi, je suis... Si je dis Parkinson Syndrome dans mes émissions, ils vont venir me chercher. Hein, donc... non, pour être extrêmement sérieux, il y a aujourd'hui de la nutrivigilance, il y a aujourd'hui de la pharmacovigilance, il y a aujourd'hui de la matériovigilance. Il y a éventuellement donc la Mivilude qui prend une partie de la dérive sectaire, mais il n'y a pas véritablement une surveillance de l'usage complet de ces médecines douces au sens large. Et la France doit vraiment progresser. La Suisse, l'Allemagne fait un travail bien plus conséquent pour réguler les professions et les méthodes qui sont utilisées dans ces pratiques.
Là, vous abordez un point important, vous avez abordé l'évaluation en termes scientifiques de ces méthodes non médicamenteuses. Il y a aussi la codification des pratiques et des professionnels. Et ça, on l'a vu sur l'ostéopathie. Oui. Comment vous les formez, ces médecins ou ces professionnels de santé, pharmaciens, infirmiers, etc., pour pouvoir indiquer concrètement dans leur cabinet, dans leur pharmacie, indiquer clairement telle ou telle méthode ou se retourner vers tel ou tel praticien. Comment font-ils concrètement? Comment les former à ça? L'Académie de médecine a fait un magnifique rapport en 2013, le Sénat a fait un rapport en 2013. Et que donc, des trucs qui marchent, hein, ça, allez-y, continuez. Non, mais en disant, il faut faire. Mais la réalité, c'est que pour l'instant, il n'y a aucune réglementation. On avait fait un appel qui s'appelait l'appel de Montpellier. Avant de réglementer, il faudrait même être capable de former. Il n'y a pas assez de formateurs, de toute façon. Mais pour moi, la réglementation doit être aussi pour les formateurs. Et effectivement, aujourd'hui, c'est une nébuleuse totale, puisque c'est souvent des écoles privées, et sur lequel, pour prendre un exemple très très concret, la sophrologie, vous pouvez être sophrologue en l'espace de 10 heures, vous pouvez être sophrologue avec une école sur laquelle... Voilà. Donc, c'est pareil pour l'ostéopathie. C'est pareil pour la réflexologie, c'est pareil pour... Voilà, il est temps d'aborder sérieusement et scientifiquement le sujet pour arriver à trier, à orienter, à créer des recettes, à créer quand je dis recettes, c'est des cahiers des charges pour que véritablement aussi les formations en bénéficient. On le voit avec les psychothérapeutes aujourd'hui, oui. Parce que maintenant que c'est rentré dans le champ du remboursement, oui. il y a un agrément et un conventionnement sur le sujet. Exact, mais vous avez une partie des psychologues, vous l'avez entendu dans les médias, qui refusent en disant « je veux être hors cadre ». Et je crois que c'est vraiment intéressant. Il y a les psychanalystes qui veulent sortir, entre guillemets, de la pratique. Et pour moi, ce sont des pratiques culturelles. Et c'est très intéressant d'aller voir un psychanalyste comme une pratique culturelle. Un psychiatre ici nous disait que c'était du développement personnel. Voilà. Et c'est effectivement très bien. C'est une pratique culturelle et ça peut faire du bien, c'est plaisant, etc. En revanche, si c'est une cure psychanalytique dont le but est de traiter un problème de santé, on rentre dans une intervention non médicamenteuse et il y a effectivement un cahier des charges. On ne fait pas ça de façon sauvage. Je pourrais dire la même chose pour l'hypnose. L'hypnose, ça ne se pratique pas dans la rue ou chez Mesmer. Voilà. Alors, Mesmer, c'est du spectacle, c'est pas si mal que ça. Oui, j'entends. Vous avez compris que Nicolas est un homme d'argent, donc on va terminer avec l'économie. Or, aujourd'hui, en pleine période électorale, l'économie de la santé est quelque chose d'important. Est-ce que c'est vecteur d'économie, votre médecine ? Toutes les études montrent que 1 euro investi dans les interventions non médicamenteuses, c'est 5 euros économisés lorsqu'on est en prévention secondaire ou tertiaire, donc dès qu'il y a une maladie, et en prévention primaire, 1 euro investi, c'est 3 euros économisés. Et cette étude, les partis politiques l'en prennent ? Moi, je n'ai jamais entendu dans un programme. Hein. Et c'est bien un problème, c'est que pour l'instant, effectivement, peut-être que le docteur Alexandre Laurent est trop présent dans les médias pour dire qu'il n'y a que les robots et il n'y a que les thérapies géniques qui soignent, alors qu'effectivement, il y a plein d'autres thérapies qui vont avoir un impact très significatif, qui vont permettre une longévité supérieure. Et la santé publique française a montré à quel point on est en grande difficulté pour vivre longtemps sans problème de santé. Et peut-être qu'il est temps de faire une vraie culture des interventions non médicamenteuses. Et oui, effectivement, on va éviter des hospitalisations non programmées. Et je voudrais insister, Jean-François, parce que les études montrent que c'est bien des hospitalisations évitées, mais qui n'étaient pas programmées. Et on avait fait, nous, un essai clinique dans la bronchopneumopathie chronique obstructive, sur lequel un programme d'éducation thérapeutique qui durait 1 mois au CHU de Montpellier faisait 481 euros d'économie par an et par patient, en économisant en même temps en tout cas, en améliorant la qualité de vie et en réduisant un certain nombre de symptômes liés à la maladie. Donc c'est coût efficace. Mais après, c'est aux décideurs publics, c'est pas un universitaire que je suis, de décider ou c'est un financeur, qui soit public ou privé en tout cas, mais de prendre en charge. Nicolas, tout le monde a compris que vous travaillez dans un groupe, vous faites de la santé publique. Est-ce que c'est la motivation financière qui pousse votre groupe d'organiser des colloques sur ce sujet ? Est-ce que c'est un sujet dont vous parlez ? Alors,
déjà, une mutuelle, et nous sommes un groupe mutualiste, c'est les adhérents qui gouvernent la mutuelle. Et donc la demande sociale, les 79% qu'on a vu au tout début de l'émission, font qu'il y a des demandes auprès des mutualistes. Les adhérents des mutuelles demandent à ce qu'il y ait des prises en charge. Donc on fait face à cette demande sociale et qui a obligé un certain nombre de mutuelles à prendre en compte cette demande. Et comme vous êtes très réactif, qu'est-ce qui se passe ? Ben si, bien sûr, il y a des choses. Mais vous faites quoi ? Il y a des paniers de garantie qui remboursent tel ou tel. Alors, dans cette jungle des INM, donc des interventions non médicamenteuses, par exemple, l'exemple le plus récent, c'est qu'on prend en charge l'activité physique adaptée dans l'ensemble des physique. Oui, mais c'est une INM prouvée. Oui, je sais. Et parce que la question... Et donc, il y a ce premier volet de la demande qui répond à la demande. Le deuxième volet, c'est faire en sorte qu'il y ait des professions qui soient codifiées en face. Parce qu'à l'inverse, vous avez parlé des dérives sectaires, il ne faut pas que la légitimation d'un remboursement légitime des professions non codifiées, des pratiques un peu exotiques. Donc il y a pas d'autorisation de mise sur le marché. Donc et le meilleur exemple de prise en charge, que ça soit par le groupe Vive ou d'autres, de pratiques non médicamenteuses, c'est l'ostéopathie. Ça a mis 20 ans pour arriver. C'était dans les pays anglo-saxons, c'était codifié dans les pays anglo-saxons. En France, ça a mis, on va dire que l'ostéopathie, c'est ça. Ça fait à peu près 20 ans que c'est codifié dans le Code de la santé publique, que les pratiques ont été déterminées et qu'il y a des remboursements qui sont maintenant devenus assez habituels. Aucun de vous deux ne parle en dehors de l'argent de dire qu'au moment où on dit qu'il n'y a plus assez de médecins dans ce pays et qu'on n'est pas obligé d'avoir fait 12 ans d'études de médecine pour faire certaines pratiques, est-ce que ce n'est pas aussi une solution pour soulager tout simplement les gens qui souffrent ? C'est évident. Oui, bon, mais moi, c'est une réponse. Vous savez ce que les présentateurs détestent, c'est les réponses en un mot, mais vous avez raison, c'est évident, mais il ne se passe rien. L'ostéopathie, une fois de plus, c'est un bon exemple. C'est entre le rhumatologue, le médecin généraliste, le nombre de personnes qui vont voir des ostéopathes sur des lombalgies ou des. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas accélérer le remboursement de ces pratiques et lesquelles sont des priorités ? Alors, c'est évident, mais il ne se passe pas rien. Le problème, c'est que les patients sont surtout confrontés à eux-mêmes et vont chercher, grappiller, glaner des informations. Le problème, il est là. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent payer et qui vont trouver des centres sur Paris et on crée des inégalités sociales extrêmement fortes parce qu'effectivement, les gens qui savent quelles interventions non médicamenteuses fonctionnent vont les trouver et eux-mêmes se les rembourser. Et je crois que là, il y a une inégalité sociale qui est énorme. Il y a une étude scandinave qui a très bien démontré ça. Il y a encore plus d'inégalités sociales dans les interventions non médicamenteuses qu'il y en a dans les traitements conventionnels. Je crois que là, il y a une vraie prise en compte et j'espère que les futurs responsables qui vont nous gouverner vont vraiment se saisir de ce sujet sérieusement. Le milieu traditionnel universitaire est un frein. Est-ce qu'il y a des lobbies qui contragissent l'ordre, par exemple des médecins, car on ne connaît que 5 alors qu'il y en a une dizaine qui sont faites. Est-ce que tout ça, ce sont des freins qu'il va falloir lever ? Moi, je ne crois pas. Il y a dans l'ordre un document qui avait été publié en 2014 qui expliquait qu'il y a un intérêt et un engouement. Vous aurez de la peine à me faire penser qu'ils sont modernes, hein, mais bon, allez-y, tentez. Dans le centre anti-cancer de Montpellier, quand on pose la question est-ce que les patients en prennent ou pas, ils en prennent à 90%. Donc même que les médecins soient d'accord ou pas, leur job va être d'une part de vérifier s'ils en prennent pour notamment limiter les risques d'interaction et d'autre part commencer à recommander celles qui sont validées par la science. C'est obligatoire et c'est le sens de l'histoire. Et si ça ne se fait pas là, le problème, c'est que ça se fait ailleurs et ça se fait dans des endroits sur lesquels il y a beaucoup de groupes. Officines. Alors, vous avez 1 minute 30 tous les deux pour conclure. On va commencer par vous, Nicolas. C'est une vraie alternative de santé publique, toutes ces médecines. On dit que c'est un excellent moyen pour préserver notre capital santé. Cela vous parle ? C'est une médecine du soulagement, en fait. En tout cas, c'est des solutions dans la médecine du soulagement. Et vous l'avez dit, Grégory, les maladies chroniques, la transition épidémiologique qui fait qu'il y a 21 millions de malades chroniques font que les gens vivent
plusieurs années avec des maux, des difficultés, des douleurs, et que les solutions ne peuvent pas être univoques, et que là, les médecines intégratives peuvent vraiment répondre. Donc je crois qu'il y a un chapitre important qui s'ouvre, et notamment, dernier point, dans les parcours, parce que rembourser tel ou tel INM validé, c'est peut-être pas pour toutes les populations. Axel Kahn, dans cette émission, nous expliquait que la socio-esthétique pour une femme qui a un cancer du sein traité après 3 rounds thérapeutiques, c'est peut-être extrêmement important, alors que la socio-esthétique pour le tout venant ne l'est pas. Donc la question de pouvoir rembourser sur des populations identifiées dans le cadre de parcours identifiés, c'est ce vers quoi on va s'acheminer dans les années à venir. Votre enthousiasme dit qu'on va revenir sur le sujet, mais il vient aussi de vous voler 30 secondes de conclusion, donc vous allez me faire une conclusion courte. Je voulais savoir si vous êtes frustré par une certaine frilosité de nos confrères ou passionné par un développement qui s'accélère. Je connais la réponse. L'avenir de la médecine, et notamment aux femmes, et notamment dans une prise en compte de la personne, et un retour à la prise en compte d'une personne globale. Et femme, c'est-à-dire au nom de la féminisation de la médecine ? La féminisation de la médecine est très importante, et on voit dans les thèses que je dirige, en tout cas de plus en plus de thèses de médecine, intéressées par ces pratiques en disant qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Et donc en gros, demain, il y aura des solutions à proposer et un arsenal thérapeutique dédié. Féminisation de la médecine, sujet complètement tabou, mais que je me propose bien qu'on aborde un jour. En tous les cas, vous serez bien évidemment invités. Merci à vous deux. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. En attendant, portez-vous bien.